Une jeune fille croit avoir trouvé l'homme de ses rêves, mais elle se retrouve bientôt au cœur d'un triangle amoureux rempli de jalousie, de rage et de convoitise insatiable. Elle promet de tout faire pour garder son amoureux et se lance dans une intrigante, perfide et fatale alliance meurtrière. Les vacanciers affluent vers Livermore, à l'est de San Francisco, pour explorer les vallées pittoresques et déguster les bons vins des nombreux vignobles de la région. Chaque année amène un nouvel espoir de voir les vignes produire leurs meilleurs raisins. Mais comme en amour, il n'y a aucune garantie et les apparences sont parfois trompeuses. Au petit matin, le 6 octobre 2002, un homme rentre du travail. Il aperçoit une voiture en flammes dans le stationnement du Mountain House Café. Dans ce coin isolé, c'est du déjà-vu. Des voitures étaient souvent abandonnées là après avoir été vidées et incendiées. C'était un fait connu. Il ne fallait pas y laisser un véhicule toute une nuit au risque de le retrouver vide le lendemain. L'homme donne l'alarme. Et les pompiers arrivent vite pour combattre l'incendie. Une fois les flammes éteintes, on constate que personne n'est prisonnier de la voiture. Les enquêteurs sur les lieux sont incapables de déterminer si l'incendie était volontaire. Ils communiquent avec la serveuse du bar. Elle dit que la soirée a été tranquille et qu'ils ont fermé tôt. À son départ, le stationnement était vide. La plaque d'immatriculation mène les policiers jusqu'à Linda Nanetti, qui habite à 20 minutes de là. Madame Nanetti explique qu'elle a offert la voiture en cadeau à sa petite fille de 17 ans, Jenna, qui vit avec elle. Madame Nanetti dit que Jenna a laissé un message dans sa boîte vocale vers 21h15. Elle disait qu'elle allait bien maintenant, mais qu'elle avait été agressée par une femme. Elle disait qu'elle avait eu une altercation avec une femme, qu'elle était maintenant avec des amis et qu'elle se portait bien. Elle a dit à sa grand-mère « Appelle-moi sur mon portable si tu veux me parler. » Mais en composant le numéro du portable de sa petite fille, elle tombe directement dans la messagerie vocale. La grand-mère était inquiète. Jenna n'aurait pas abandonné sa voiture. C'était son seul bien. Elle l'adorait. Le bureau du shérif n'est pas le seul à tenter de joindre Jenna, qui est maintenant considérée comme portée disparue. Son père, Jim Nanetti, essaie frénétiquement de lui parler depuis qu'il a reçu un message encore plus inquiétant. C'était très troublant. Je me suis dit tout de suite, si on lui a frappé sur la tête, où est-elle? Quand a-t-elle pu faire cet appel? Est-elle avec quelqu'un qui pourrait la tuer? À quel moment tout cela s'est-il produit? Jim Nanetti est un motard et un habitué du Mountain House Café. Il raconte aux enquêteurs que Jenna y venait parfois pour leur accompagner à la maison. C'était connu que les Hells Angels fréquentaient ce café. Puisque le père de Jenna était connu là-bas, on tenait peut-être une piste. Le relevé du portable de Jenna confirme qu'elle se trouvait dans un rayon de 15 km du bar quand elle a fait les appels. Les enquêteurs se demandent si elle n'a pas été prise au milieu d'un affrontement entre bandes de motards rivales. Mais on réfute vite leur hypothèse. Il n'y a jamais eu de problème. Et toutes les bandes de motards qui existent sont passées ici et y sont encore. Les enquêteurs apprennent que Jenna et son mari Michael Simons, 20 ans, sont séparés.
mais elle prévoyait lui rendre visite quelques heures seulement avant qu'on trouve sa voiture en flammes. Michael avait un dossier criminel. Il avait volé une voiture et avait été impliqué dans une poursuite à grande vitesse. Il avait été incarcéré. Les enquêteurs vérifient les antécédents de Michael Simons. Ils apprennent que Jenna et lui se connaissent depuis des années, mais qu'ils ne se sont fréquentés que pendant 6 mois avant de se marier. Jenna avait alors 17 ans. Sa grand-mère ne croyait pas qu'il était l'homme idéal pour Jenna, mais à titre de tutrice, elle permet néanmoins que le mariage ait lieu. Can't believe we're actually moving in together. I'm excited that you're going to be here all the time now. Il emménage immédiatement avec Jenna et ses grands-parents. Ils semblaient heureux. Pendant les premières semaines, tout semblait aller comme avant leur mariage. Ils s'enlaçaient et s'embrassaient toujours. Simons se rend vite compte qu'il n'est pas prêt à s'établir. Les amis de Mike ont dit qu'il avait 2 passions, les femmes et l'alcool. De préférence des femmes de 16 ans et de l'alcool que quelqu'un d'autre payait. I want a divorce. I'm not going to make this easy for you. 6 semaines après le plus beau jour de sa vie, les espoirs et les rêves de Jenna volent cruellement en éclats. Jenna était dévastée, elle criait au meurtre. Sa grand-mère l'a entendue et s'est précipitée à ses côtés. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Maintenant, 3 mois après avoir demandé le divorce, les enquêteurs découvrent que Michael Simons vit avec sa nouvelle petite amie chez la mère de celle-ci. Il se dit aussi surpris que tout le monde d'apprendre la disparition de Jenna et affirme n'avoir aucune raison de vouloir lui faire du mal. Sa nouvelle petite amie, Katie Bellflower, est enceinte. Simons révèle qu'il a demandé à Jenna de lui rendre visite le soir de sa disparition et qu'ils ont discrètement parlé d'une possible réconciliation. Ils ont parlé de leur relation. Puis, sans avertir, Jenna a dit à Michael qu'elle devait partir et lui a donné $10 pour qu'elle mette de l'essence dans son véhicule. Il affirme qu'environ 45 minutes plus tard, elle l'a appelé pour lui dire qu'elle avait été agressée et qu'elle avait l'intention d'aller se saouler. Michael a dit que Katie et lui avaient passé entre 2 heures et 2 heures et demie dans un parc du quartier. Ils avaient entre autres discuté de leur relation. Katie Bellflower affirme aux enquêteurs avoir vu Jenna arriver et repartir. Elle confirme que Michael et elle sont ensuite allés dans un parc. Dans son esprit, Jenna était définitivement sortie de leur vie. Le mariage allait être annulé et à ce moment, Michael et Katie pourraient se fiancer. Pendant ce temps, alors que les policiers continuent à s'entretenir avec la famille et les amis, on lance d'importantes recherches dans un rayon de 3 km entourant le bar. On a déployé 3 équipes de l'escouade canine. On leur a fait sentir un vêtement provenant de la chambre de Jenna. Dans les airs et sur terre, les recherches se poursuivent toute la journée. Les chiens ont fouillé le secteur en profondeur et on n'a rien trouvé. À cette heure, je me disais qu'elle aurait dû entrer en contact avec sa famille ou ses amis. Souhaitant désespérément en apprendre davantage sur Jenna, les enquêteurs se rendent à son ancienne école. On la décrit comme une fille qui savait se défendre. C'était une bagarreuse. Si on lui lançait un défi, elle le relevait. Peu importe ce que c'était. Les agents apprennent que Jenna aime traîner avec les gothiques et qu'elle est obsédée par le Rocky Horror Picture Show. À un point tel qu'elle rêve maintenant de faire de la scène. Elle avait une voix magnifique. Elle parlait de devenir chanteuse ou actrice. Elle voulait accomplir de grandes choses. Évoluer dans l'industrie du spectacle, faire de l'argent, être une vedette. I'm here to ask you a few questions about Jenna Nanetti. Did you know her? Les amis de Jenna sont consternés par sa disparition. Yeah, she was a sweet girl. Les enquêteurs apprennent également qu'elle avait des problèmes d'argent. Jenna avait dit à des amis être troublée parce que sa facture de téléphone dépassait les $600. Sa grand-mère et elle s'étaient querellées à ce sujet. C'était très plausible qu'elle soit partie de son propre chef, qu'elle ait voulu s'enfuir.
Il se passait beaucoup de choses dans sa vie. Elle pouvait avoir besoin d'air. La découverte d'un pacte troublant passé entre Jenna et une amie plusieurs mois plus tôt donne encore plus de crédibilité à l'hypothèse de la fugue. Elles voulaient traverser le pays en autostop. Leur destination finale était quelque part au Royaume-Uni. Si elles étaient portées disparues pendant plus de 7 ans, elles pouvaient être déclarées mortes et prendre de nouvelles identités. Jenna apporte bénévolement de la nourriture à des adolescents sans abri en difficulté dans un campement pour fugueurs. L'un d'eux aurait-il pu lui faire du mal? Elle leur avait souvent apporté de la nourriture. Stay safe, please. Ils observaient la loi du silence. Personne ne disait rien. Les enquêteurs ont plusieurs théories, mais ils s'accrochent à l'espoir que Jenna est vivante et se porte bien. Les autorités offrent une récompense de 5 000 $ dans l'espoir de trouver une nouvelle piste. Mais il n'en résulte que davantage de frustration. Deux semaines après la disparition de Jenna, à 65 km de chez elle, un pêcheur flaire une mauvaise odeur dans l'air. C'est celle du corps en décomposition d'une femme. Serait-ce Jenna Nanetti? 2 semaines après la découverte de la voiture en flammes de Jenna Nanetti, 17 ans, les policiers de Livermore, en Californie, apprennent qu'un corps a été retrouvé dans les basses terres à 65 km de chez elle. Les vêtements correspondent à ceux que portait Jenna le soir de sa disparition. De toute évidence, on a tiré à bout portant sur cette femme à plusieurs reprises. On ne retrouve qu'une douille de fusil de chasse dans les environs. Les enquêteurs sont convaincus qu'avant de voir l'arme, la victime ignorait qu'elle allait mourir. On n'a trouvé aucune marque de quelque lien que ce soit. Elle n'avait pas été traînée. Aucun indice ne permettait de douter qu'elle se soit rendue là volontairement. Personne ne veut se retrouver aussi près du canon d'un fusil de chasse. Le fait qu'elle se trouvait si proche de l'arme amenait à croire qu'elle faisait confiance à la personne avec qui elle se trouvait. Les empreintes digitales confirment qu'il s'agit de Jenna Nanetti, une nouvelle que la famille et les amis de Jenna espéraient ne jamais entendre. Le coroner détermine que Jenna est morte des suites de plusieurs coups de feu tirés d'une distance de moins d'1 mètre. Les enquêteurs examinent plus attentivement sa relation avec le mari dont elle est séparée, Michael Simons. Il a déjà avoué avoir vu Jenna dans les heures précédant la découverte de sa voiture enflammée. Simons a grandi loin de son père, qui était incarcéré. Il a été élevé par sa tante, qu'il a adoptée, et a eu des démêlés avec la justice. Adolescent, on l'envoie dans un camp de type militaire pour mineurs pendant 18 mois, après une poursuite à grande vitesse dans une voiture volée. Après sa libération, il passe d'un emploi minable à l'autre. Elle l'avait connu des années auparavant. Il était parti, mais il avait réapparu dans sa vie. La lune de miel prend brusquement fin quand Michael décide de rompre. Les enquêteurs apprennent que leurs querelles ont perduré. Des amis ont été témoins d'une dispute qui s'est terminée par une menace. Michael Simons et sa nouvelle petite amie Katie Bellflower sont interrogés de nouveau. Cette fois, il y a une contradiction. Michael dit maintenant qu'il y avait quelqu'un d'autre avec Katie et lui le soir où Jenna a disparu. L'ami de Katie, Jeffrey Hamilton. Il a dit que Jeff Hamilton était avec Katie et lui plus tôt dans la journée et qu'il était venu les rejoindre au parc plus tard dans la soirée. Étrangement, Katie s'en tient à son récit initial et affirme qu'elle était seule avec Michael. J'avais l'impression que Michael et Katie mentaient et qu'ils essayaient de me tromper. Il n'y a pas de fumée sans feu. Jeffrey Hamilton a 20 ans et travaille à la patinoire locale.
On le décrit comme un solitaire qui a un faible pour Katie. Katie et Jeff se connaissaient depuis un moment. Ils disaient avoir une relation de grand frère et de petite sœur. Jeff était le type de personne qui n'avait jamais eu de petite amie. Il avait le béguin pour Katie. Il aurait tout fait pour elle. Quand les enquêteurs lui demandent où il était le soir où Jenna a disparu, il confirme l'histoire de Michael Simons et dit qu'il s'est rendu au parc et qu'il a passé du temps avec les deux amoureux. 10 jours après la découverte du corps de Jenna, le trio se joint à sa famille et à ses amis pour ses funérailles, lors desquelles 200 personnes regardent une vidéo rendant hommage à cette jeune fille à qui on ne connaissait aucun ennemi. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible. 5 mois plus tard, l'enquête ne semble aller nulle part. Mais tout change en mars 2003. Il est 3 heures du matin. Le policier de parc Tim Phillips patrouille dans le col d'Altamont, à seulement 13 km de l'endroit où on a découvert la voiture incendiée de Jenna. C'est un belvédère que les gens du coin appellent le sommet du monde. D'ici, on peut voir très loin. La vue est magnifique le soir avec les étoiles. C'est un coin très tranquille et discret, où les gens viennent pour passer du bon temps ensemble, boire ou prendre de la drogue. L'agent Phillips remarque une voiture garée, phare allumé, sur le côté de la route. Habituellement, il n'y a personne à une heure si tardive. J'ai décidé d'aller voir ce qu'il faisait. What are you doing? Why are you wearing gloves? Well, we thought she might be sick. We didn't want to get any on us. Il voit que l'homme tient une corde. Il l'a lentement posée par terre. À ce moment, l'autre femme qui était agenouillée a dit « As-tu oublié de laisser ça au travail ?» Il a répondu que oui, l'a lentement ramassée et remise dans sa poche. Inébranlables, Katie Bellflower et Jeffrey Hamilton donnent leur nom à l'agent Phillips. La jeune fille dit s'appeler Amber Lewis, être âgée de 16 ans et habiter tout près. Sa voix était faible. J'ai dû me pencher et tourner la tête pour l'entendre. Je me demandais pourquoi elle était dehors à 3 heures du matin, loin de chez elle. La plupart des jeunes de 16 ans sont avec leurs parents à cette heure. L'agent Phillips communique avec sa répartitrice par radio. Il lui demande de joindre la famille de la jeune fille, mais personne ne répond. Comme aucune loi ne semble avoir été violée, il demande à Katie et Jeffrey de ramener Amber chez elle. La fille la plus âgée m'a dit qu'il la ramènerait directement chez elle et s'assurerait qu'elle rentre saine et sauve. Je les ai donc laissés aller. Après leur départ, on reçoit un autre appel. Ma répartitrice m'a dit qu'elle avait reçu un appel du père de la jeune fille. Il était affolé. Elle n'était pas chez elle et il croyait qu'elle avait fugué. L'agent Phillips reprend la route, déterminé à retrouver la jeune fille et à l'escorter personnellement jusque chez elle. J'étais déterminé à les retrouver. Je devais avoir fait 400 mètres quand j'ai croisé leur voiture. J'ai fait demi-tour et je les ai interceptés. Katie affirme qu'ils viennent de déposer Amber chez elle sans incident. Elle insistait sur son innocence et disait qu'il ne faisait rien de mal, qu'il ne faisait que traîner. Ils affirmaient fermement tous les deux que ses parents savaient où elle était et avec qui. Je lui ai dit que justement, ses parents étaient inquiets. À ce moment, elle a cherché ses mots. L'agent Phillips reçoit une nouvelle troublante. Ma répartitrice m'a dit qu'elle avait les parents en ligne.
Selon leur fille, les deux personnes que j'avais arrêtées tentaient de faire un 187 quand je suis arrivé. En Californie, 187 correspond à l'article du Code pénal traitant de meurtre. 5 mois après qu'un tueur non identifié a abattu Jenna Nanetti et mis le feu à sa voiture, les agents du shérif d'Alameda, en Californie, arrêtent deux grands amis, Jeff Hamilton et Katie Bellflower. Une jeune fille de 16 ans affirme qu'ils ont tenté de l'étrangler. Drink up? No problem. Well, I haven't seen you in a while, so... Elle raconte à ses parents qu'ils ont tenté de la saouler avant de lui passer une corde autour du cou. Katie Bellflower est maintenant en détention. On lui demande pourquoi elle portait des gants de chirurgien. Started to feel sick. I put some gloves on just in case she did throw up. Well, when she was sick, I was like, "Hon, are you okay? Are you sure you're gonna be okay?" And she's like, "Yeah, I'll just give me a second." And I was just making sure that she was okay and that she would be able to get up. Was Jeff wearing gloves? I do believe so. Okay, why would he be wearing gloves? Because he doesn't know that very well, and he doesn't know if she has any diseases or anything. Did you guys try to kill her? No. Okay. I'm sorry, I wouldn't try to kill her. I love her too much. I care about her way too much. Katie va encore plus loin. Elle affirme qu'elles sont comme des sœurs et qu'elles éprouvent des sentiments intimes l'une envers l'autre. Hey. Your hair is so beautiful. Elle m'a avoué qu'elles étaient deux amantes bisexuelles. Dans une autre salle d'interrogatoire, Jeff Hamilton avoue avoir essayé d'étrangler Amber. Et il affirme que c'était l'idée de Katie. Elle était en colère. Malgré qu'elle soit enceinte de 5 mois, son petit ami Michael Simons l'avait quittée pour Amber. Katie finally came out, figuring that the only way she could get Mike back is if he was under the picture. What she wanted to do was to kill him. She cannot have my man! Do you hear me? I have an idea. When Katie brought it up, at first I just looked at Katie and said, no. Just, no. I just don't want to do it. Straight out. Just, no. And she just kept kind of hounding me about it. We have to get rid of her. Will you help me? Le plan est d'attirer Amber vers sa mort. Il la persuade de sortir discrètement de chez elle pour une virée nocturne. Elle pensait qu'ils allaient sortir et s'amuser. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les trois jeunes se rendent au col d'Altamont. Katie essaie de saouler sa rivale. Puis, les tueurs inexpérimentés mettent leurs gants pour éviter de laisser des traces d'ADN. Jeffrey sort une corde de filet de hockey qu'il a volée à la patinoire où il travaille. Katie gave me a signal. I snuck up behind her and put the rope around her neck. I pulled back and I pulled her to the ground. And I was holding on to it, and she was struggling, and Katie pulled her arms away so she couldn't put her hand between the rope and her throat. And she did that with one hand, and then with her other hand she covered her mouth. She was crying, she was pleading, she was saying, "Kitty, please stop, you can have him." Amber est sauvée in extremis par l'arrivée surprise de l'agent Phillips. La victime hésite à demander de l'aide avant d'arriver chez elle, parce qu'elle est sous le choc et effrayée. On m'a dit qu'elle s'inquiétait pour sa propre sécurité et qu'elle craignait, en parlant, que ma vie ne soit aussi en danger. Why do you? Go along. What's in it for you? She is like my little sister. I treat her like my little sister. She treats me like a big brother. And I know that for her, being with Mike makes her happy. And she thought that doing this would get her back with Mike. Les enquêteurs continuent à presser Katie de dire la vérité. And there's reason for you lying about this whole thing. Because it's illegal for me to give her alcohol? No, it's illegal to try to kill somebody.
Let's not beat around the bush here, okay? Elle confirme qu'Amber ruinait ses chances de renouer avec Michael. I still love him and I still want him back. I don't think I had a chance to get him back, but Jeff was tired of it, and Jeff was basically playing big brother, trying to take care of me. He was going to strangle her with the rope, tie the rope around her neck, and do a pull or something, and then throw her over the edge to make it look like a suicide. Les policiers vérifient les antécédents de Katie. I like your hair. Thanks. I used to have it short. I like your hair. Ils découvrent qu'en ville, elle s'est taillée une réputation d'enjôleuse, tourmentée par la jalousie. What do you think you're doing? You stay away from him, you hear me? Elle regardait autour, voyait ce qu'une autre avait et le voulait pour elle. Parfois, après l'avoir eu, elle ne s'en souciait plus. C'est une façon de montrer sa supériorité et de compenser ses sentiments d'impuissance et d'infériorité. S'il était assez bien pour enlever un garçon à une autre fille, ça confirmait en quelque sorte qu'elle était digne et qu'elle valait quelque chose. Alors que la vérité commence à sortir des bouches de Katie Bellflower et Jeff Hamilton, les enquêteurs apprennent qu'ils ont d'autres secrets troublants et fatals à partager. Ils savent qui a tué Jenna Nanetti et pourquoi. En mars 2003, Jeff Hamilton et Katie Bellflower avouent aux enquêteurs avoir tenté de tuer Amber Lewis parce qu'elle fréquentait Michael Simons, l'homme dont Katie est amoureuse et qui est aussi le père de son enfant à naître. Pendant les interrogatoires, il révèle un deuxième complot pour meurtre visant à éliminer une rivale précédente, Jenna Nanetti. Michael a quitté sa femme Jenna pour Katie. Mais son épouse veut le reconquérir. I know she's wanted to kill Jenna Nanetti. Katie n'est pas la seule à souhaiter la mort de Jenna. Michael a aussi ses raisons. She does have a life insurance policy, though. Mike wanted to do it too. Mike wanted to kill her. He told me that she'd been making his life kind of like a living hell. Je crois que Michael était le principal moteur dans ce groupe. À plusieurs égards, Michael est un psychopathe classique. Il est charmant, il est capable d'attirer les gens. Il ne se soucie pas trop des règles et les enfreint volontiers. Il y a des gens qui se rencontrent et qui ont des dysfonctions qui correspondent parfaitement. Au lieu de les emmener vers une vie plus saine, ça leur permet de visiter des coins plus sombres que ceux qu'ils auraient considérés s'ils avaient été seuls. You help us with this, you can live in the house with us. I'll think about it. Okay, it's a lot of money. Il y a une synergie là-dedans. Ça leur ouvre des portes qui ne se seraient jamais ouvertes sur des crimes effroyables et terribles. Jenna est attirée dans le nouveau nid d'amour de Michael, soit la résidence de Katie. Elle croit qu'ils discuteront d'un divorce possible, mais elle s'accroche à l'espoir qu'il donnera une deuxième chance à leur mariage. Michael était là, il l'attendait. Ils se sont embrassés. À ce moment, elle croyait peut-être que ça fonctionnerait. Il restait peut-être un peu d'amour et elle pourrait le sauvegarder. Katie est armée et dangereuse. Halfway through my swing, I regretted it. Stop. By putting more power into it. That's why I did not complete the only task I had of knocking her out. Elle n'avait qu'une entaille de 8 cm. So she was going to be okay, and she said, yeah, I'll be fine, you know. Just, she kept pleading with Mike to take me to the hospital. She wanted to get, you know, fixed up. Alors que Jenna se tord de douleur, ses agresseurs doivent réagir vite pour modifier leur complot meurtrier. Katie et Jeffrey détalent. Michael prétend être sous le choc et surpris de ce qui s'est passé. Elle voulait recevoir des soins médicaux et il a dit
Non, allons nous venger de Katie. Allons la battre. Je vais la tenir et tu pourras lui faire ce que tu veux. I knew that they were going to kill her. Au lieu d'amener sa femme à l'hôpital, Michael l'a conduit à Whiskey Slough, un marécage situé à 1 heure de là. Il dit que Katie y sera. En route, il fait le plein, mais ce n'est pas un arrêt ordinaire. Michael s'est arrêté pour mettre de l'essence afin de s'assurer de pouvoir faire l'aller-retour et d'avoir suffisamment d'essence pour incendier la voiture. Mais par-dessus tout, il achète du temps. C'était pour permettre à Katie et Jeff de se rendre à Whiskey Slough pour tendre un guet-apens. Jenna appelle sa grand-mère et son père et laisse de brefs messages. Dad, call me now. I've probably got a concussion. I just got hit upside the head with a baseball bat or whatever the it was. I need your help. Call me. En arrivant à Whiskey Slough, Jenna ignore qu'elle vient de tomber dans un autre piège. Katie et Jeffrey disent aux enquêteurs qu'ils attendaient à un endroit prédéterminé, caché, avec un fusil de chasse volé. Went back down there. I heard the shot. I didn't see it hit. Katie looked a little surprised. She actually said, I can't believe he actually did it. She was actually surprised that we all went through with it. I could see her legs trying to push back, trying to push herself on the ground. And she screamed and she yelled out, "Please, Mike, don't." Michael, baby, please, don't. I love you. He made her beg. I heard her begging for her life. She just said, "Mike, please don't. I still love you. Well, if I let you go, you're going to tell, aren't you?" She said she wouldn't, but you didn't believe her. Oh my God, baby, I love you, Michael, I love you. I love you. And he pulled the trigger again. After the second shot, I did hear a scream. And then third shot, I didn't hear anything after that. We coined the term warrior. On utilise le terme « mentalité de guerrier » pour décrire les individus comme Michael. Ils cherchent la puissance, l'autorité et l'omnipotence associée au fait d'enlever une vie. Malgré ses blessures, Jenna respire encore. Michael est retourné à la voiture pour aller chercher des munitions. Did you do it? Did you do it? Not dead! Come on, Lewis. Man, come on. Let's go. And I went back down. I heard one more gunshot. And then we basically did a signal for us to come down. Les complices affirment que Michael a de nouveau tiré sur sa jeune épouse à plusieurs reprises. And then the last shot he took, and it was right above her left breast. And how far away was that gun? The gun was against her skin. It was point blank. Michael, baby, please, no. I love you. C'était un meurtre froid et calculé. Katie et Jeffrey s'étaient d'abord demandé si le plan de Michael n'était que des paroles en l'air. Maintenant, la réalité les frappe brusquement. C'était un jeu qui leur avait échappé. À un certain moment, le plan s'exécutait de lui-même. Si l'un d'entre eux se retirait, il perdait la face devant les autres. Jeff Hamilton vérifie le pouls de Jenna. Elle rend son dernier souffle. I did kind of start to chuckle a little because it was kind of funny. Because not a lot of things scare me. I thought she was dead. Jeff était le suiveur dans cette histoire. Il essayait d'impressionner Katie. Il faisait ce qu'il croyait devoir faire pour la protéger. On peut se demander s'il éprouvait des sentiments amoureux secrets envers elle.
le trio prend les clés de la voiture de Jenna avant de traîner son corps dans les buissons en se moquant de son poids. Katie et Michael partent dans la voiture de Jenna. Jeffrey les suit. Direction le Mountain House Café. Ils ont bien l'intention de cacher leurs méfaits. En sortant du véhicule, Katie s'est assurée de nettoyer les poignées. Michael Simons allume une fusée éclairante et met le feu à la voiture de sa femme. Get rid of the evidence of her bleeding. He kind of knew that she was going to get split open if Katie hit her. He wasn't sure how bad it was going to be. Sur le chemin du retour, Michael Simons lance l'arme, le bâton et les cartouches non utilisées du fusil de chasse dans un champ. Une semaine plus tard, craignant que la police trouve le fusil, Katie et Michael vont le récupérer. Ils lancent l'arme dans l'estuaire d'Auckland en croyant que personne ne la retrouvera. Sa femme étant maintenant morte, Michael Simons rêve de la façon dont il dépensera l'argent qu'il encaissera de l'assurance vie que la grand-mère de Jenna avait prise à son nom. La police d'assurance vie était pratiquement un compte en garantie. Elle plaçait de l'argent dans cette police et pouvait en retirer pour financer les études de Jenna. Michael affirme à ses complices que l'assurance vaut plus de 100 000 $. Mais ils font une grave erreur. Tout l'argent revient à la grand-mère de Jenna. Fort des aveux de Katie Bellflower et de Jeffrey Hamilton, les policiers se rendent arrêter l'ex-mari de Jenna. Mais est-il vraiment un meurtrier? Peut-être est-il piégé par une ancienne flamme vindicative et rusée qu'il a quittée pour Amber. Elle pouvait convaincre quelqu'un qu'il pleuvait par beau temps. C'est probablement la personne la plus convaincante à qui j'ai eu affaire. Jeffrey Hamilton et Katie Bellflower ont révélé aux enquêteurs de Livermore en Californie avoir essayé d'étrangler une des rivales de Katie, mais avoir réussi à en tuer une autre, Jenna Nanetti. Les deux criminels racontent aux enquêteurs que c'est Michael Simons, l'homme dont Katie est amoureuse et l'ancien mari de Jenna, qui a eu l'idée de la tuer et qui a appuyé sur la détente. Les enquêteurs du shérif de San Joaquin arrivent chez le concessionnaire d'automobile où il travaille. Are you Michael Simmons? Je l'ai mis en état d'arrestation et je lui ai dit qu'on irait au poste du comté de San Joaquin pour parler de Jenna. Il a soupiré, a baissé la tête et semblait bouleversé. Michael Simons accuse ses amis d'essayer de lui faire porter le chapeau pour un crime qu'il n'a pas commis. She had an insurance policy, right? Yeah. You were married to her? I didn't know she had an insurance policy. Il est trompeur, manipulateur, et il n'a pas l'impression que les règles s'appliquent à lui. Il avoue avoir été sur les lieux du crime. Mais il affirme que c'est Jeffrey Hamilton qui a tiré sous l'insistance de Katie Bellflower. Jeff's had a crush on Katie for a long time. And he got mad. Oh, he did not want to save her? Part of me did, and there's a little bit that said no. So you chose not to try to save someone's life? Your wife's life. Jenna. You did not want to save her life? I did, but I didn't. Michael avoue finalement avoir mis le feu à la voiture de Jenna. Mais il continue à nier l'avoir tuée. I'll take all responsibility for throwing the flame in the car, but I did not pull that trigger. I did not pull that trigger. I cannot pull that trigger on anybody. They're spending my life in prison. You are going to be charged with murder in the first degree. For the rest of your life, you're going to hear your own words to her, beg for your life, and I may let you live. Michael accepte de conduire les policiers jusqu'à l'arme qu'il a lancée dans l'estuaire d'Auckland.
On l'a escorté jusqu'au bassin où il nous a montré l'endroit où il a lancé le fusil. On a trouvé un fusil de chasse Remington 870 attaché à un sac de pierre. Les policiers d'Alameda trouvent une équivalence entre la seule douille retrouvée près du corps de Jenna et l'arme. Katie Bellflower connaît enfin le véritable prix de son amour tordu pour Michael Simons. I thought I was in love with him and that I was doing all this on my own free will, and I realized since I've been locked up that I was obsessed with him and I was allowing him to control me. Jeffrey Hamilton n'a pas encore saisi l'ampleur des conséquences qu'à l'aveu de son rôle dans les deux agressions. I work tomorrow. I don't know if it's still okay if I do go to work. Michael Simons, son ancienne petite amie enceinte Katie Bellflower et son ami proche Jeffrey Hamilton sont accusés de meurtre et d'avoir tendu un guet-apens. Ils sont passibles de la peine capitale. Quand on tend un guet-apens ou une embuscade à une personne, on ne lui donne aucune chance de se défendre. Et il y avait deux types de guet-apens dans ce cas. Il y avait Katie et Jeffrey Hamilton, cachés dans l'ombre, qui l'attendaient. Et il y avait la ruse, le fait de l'avoir attiré, d'avoir mis une personne qui était en sécurité dans une situation dangereuse. Et c'est le guet-apens qu'a tendu Michael. Deux des meurtriers visitent avec des enquêteurs l'endroit où Jenna a été assassinée. Jeff Hamilton. They figured if they killed her, he would get the $100,000 because he was married to her, and then they could get a house together. La famille de Jenna a placé une croix en sa mémoire. En échange de son témoignage, Jeffrey Hamilton plaide coupable à une accusation de meurtre au 2e degré. Il est condamné à perpétuité avec un minimum de 15 ans à purger. Pour avoir tenté d'étrangler Amber, il écope de 7 années supplémentaires derrière les barreaux. Il avait une relation dysfonctionnelle et codépendante avec Katie. Il s'est perdu dans cette relation. Il suivait et posait des gestes pour lui faire plaisir. Il faisait tout pour plaire. Alors qu'elle attend son procès pour le meurtre de Jenna Nanetti, Katie donne naissance à la fille de Michael. L'enfant est confié en adoption. Katie change finalement sa réponse à l'accusation et plaide coupable. Le juge la condamne à une peine à perpétuité avec un minimum de 25 ans à purger. Les accusations en lien avec la tentative d'étranglement sont abandonnées. Est-ce que Katie aurait continué à tuer? Pour moi, il ne fait aucun doute qu'elle aurait continué à tuer. Michael Simons plaide non coupable. Le procureur maintient que Simons a élaboré ce plan pour 3 raisons. Il ne croyait pas que Jenna lui accorderait un jour le divorce. Il se querellait et il voulait encaisser l'argent de son assurance vie. Simons manipulait 2 femmes qu'il aimait, sa complice dans le meurtre, Katie Bellflower, et sa femme, Jenna Nanetti. Il l'a manipulée et l'a amenée jusque-là. C'est une façon classique d'attirer quelqu'un. C'était une ruse, un guet-apens, une escroquerie. Il l'a amadoué jusqu'à sa mort. Michael Simons est déclaré coupable de meurtre au 1er degré, d'assaut avec un instrument dangereux et d'incendie criminel. Il ne démontre aucune émotion en recevant une sentence à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En Californie, cette sentence signifie que vous mourrez en prison. C'est réglé, on n'en parle plus. Il est encore vivant. J'espère qu'il supplie de rester en vie chaque jour comme elle l'a fait. Tout ça était pour rien. Jeff n'a pas eu la chambre d'amis, Michael n'a pas eu l'argent de l'assurance et Katie n'a pas eu l'homme de ses rêves. Michael a libéré le potentiel de Katie. Si leurs routes ne s'étaient pas croisées et si elle n'avait pas été libérée de cette sorte de carcan, ce ne serait pas arrivé. Ils étaient les Bonnie and Clyde de Livermore. Ça a cliqué entre eux.
Ils ont fait subir à Jenna un crime que les gens ne penseraient jamais à faire subir. Ils l'ont fait aisément et ont réussi. L'attrait de l'Alliance pour Michael, c'était « je veux une fille qui est prête à tout pour moi, même à tuer ». L'attrait pour Katie, c'était « je veux un homme qui est à une autre, que je veux conquérir et pour qui je serai prête à tout ». Il l'amène à parler de violence, il pose des gestes violents, et ça devient une de ces alliances où on se demande qui va se retirer en premier, mais personne ne se retire.